Épisode numéro 35 du podcast de Passion MLB. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Bienvenue à tous dans cet épisode du jeudi soir, comme on a l'habitude de le faire à chaque semaine. Nous, c'est évidemment moi et le collègue Sébastien Berroir. Monsieur Berroir, comment ça va? C'est difficile que ça aille mal présentement. Là. Si c'est pas terminé là, à l'heure où on se parle, mais ça va bien. Ça va bien pour les Yankees, ça va bien pour moi. Ça va bien pour toi, puis écoute, j'ai même pas eu la question de te poser, j'ai même pas eu la chance de te poser la question pour de vrai parce que les derniers jours ont été quand même intenses. Mais comment s'est passé ton voyage à New York? Parce que pour ceux qui le savent pas, Sébastien Berroir qui était à New York lors du match de lundi et du match du mardi, donc les deux premiers matchs de la série de championnat entre les Gardiens et les Bombardiers du Bronx. Une journée dans le champ gauche, une journée sur la ligne du troisième but, une journée sur la ligne du premier but, si je ne me trompe pas avec les photos que tu m'as envoyées. Donc, je te repose la question parce que j'ai beaucoup parlé depuis que je l'ai posé, mais comment as-tu aimé ton voyage à New York? C'était extraordinaire. Tout ce qu'on peut s'imaginer, j'étais déjà allé en série division au Yankee Stadium, mais là, ça a atteint un autre niveau. On sent qu'on approche du but ultime à New York. L'ambiance qu'il y a là, c'est extraordinaire. Surtout dans un contexte où les Yankees ont gagné les deux matchs, ont eu l'avance dans la plupart de ces deux rencontres-là. Donc, non, c'était incroyable. Les partisans sont tout simplement en feu à New York. Ils veulent cette série mondiale-là qu'ils attendent depuis si longtemps. Puis on sent l'effervescence. On le voit dans le prix des billets aussi, là, mais ça va avec le succès du club. Mais sinon, très beau voyage. Ça a dû en effet être quand même quelque chose parce que tu sais, la vibe à New York en ce moment, évidemment, il n'y a rien de gagné. Là, on est conscient que tout peut se passer, mais là, bon, on se parle au moment où on se jase dans le match numéro 3 et les Yankees qui viennent de prendre l'avance dans les dernières minutes 4-3. Deux gros circuits d'Aaron Judge et de Giancarlo Stanton qui a bel et bien touché à tous les coussins contre Emmanuel Classé quand même. Ouais. Donc, j'ai l'impression en fait que depuis que les Astros de Houston ont été sortis par Détroit, on dirait qu'à New York, on se dit, écoute, ce ne sera pas simple parce que c'est jamais simple se rendre en série mondiale, mais le chemin est ouvert. Tu sais, il reste juste des clubs de la centrale, c'est des clubs qui sont prenables même si on a une bonne saison, mais on dirait que le chemin est ouvert. Puis, écoute, comme on le dit, cette partie-là n'est pas terminée, cette série-là n'est pas terminée, mais présentement, ça sent bon là, du côté de New York. Oui, ça sent bon. On dirait que c'est comme on a enlevé le singe sur les épaules avec l'élimination des Astros qu'on n'est pas capable de battre. Donc, tu sais, à un moment donné, ça devient psychologique un petit peu. On le sait qu'on arrive au point où on s'approche de la série mondiale, mais on se fait toujours battre par les Astros. Donc, là, on a cette équipe-là qui est éliminée, le chemin qui s'ouvre. Comme tu l'as mentionné, c'est pas nécessairement plus facile, mais on dirait que les choses viennent un petit peu plus facilement. On a un petit peu moins de pression. On a un petit peu moins cette épée au-dessus de notre tête qui fait que au moins une petite erreur qu'on va commettre, on le sait qu'on ne reviendra pas de l'arrière ou qu'on ne s'en remettra pas, mais dans ce cas-là, on peut faire quelques petites erreurs. On a confiance. Tout le line-up est en confiance présentement, puis c'est ça qui fait que ça va bien jusqu'au moment où peut-être ça ira moins bien, mais pour le moment, on garde ça comme ça. Je vais te poser une question. Je t'interdis de répondre à Aaron Judge parce que je veux avoir une prochaine question sur Aaron Judge. Dans les deux premiers matchs auxquels tu as assisté chez les Yankees, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Là? Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, là, qui t'a marqué en fait, là, sur le terrain en tant que tel là, de ces deux premiers matchs-là? Bien, il faut parler de Juan Soto. Juan Soto qui c'est un favori de la foule, mais c'est pas pour rien. Hein. C'est lui qui a donné le ton lors du premier match avec un long circuit au champ centre. C'est lui un petit peu qui traîne cette équipe-là. Le reste de l'équipe le suit. Je ne pouvais pas nommer Aaron Judge, mais il y a le capitaine et il y a Juan Soto également.
Mais ce corps de lanceur-là aussi, que ce soit dans la rotation partante ou en relève, c'est vraiment impressionnant ce qui se fait en ce moment parce que peu importe qui on amène sur la butte, bien, il fait le travail. On dirait qu'il faut donner du crédit à Aaron Boone qui Tu es pèse capable de sur les. faire ça? Ben oui, de temps en temps, quand c'est mérité, je vais le faire. Et là, c'est mérité. OK. Il amène les releveurs au bon moment. Il ne laisse pas trop longtemps ses lanceurs sur la butte. Prend les bonnes décisions. Comme je l'ai dit, c'est jusqu'à maintenant, mais il l'a fait. Donc, puis les joueurs répondent. Donc, on amène Tommy Kenley, on amène Luke Weaver pour 5 retraits, ça fonctionne. Luke Weaver quelle bébite qui après le premier match, il était en entrevue. Puis là, il a dit je m'attendais à ce que vous me demandiez si j'étais fatigué. Ben, je ne suis pas fatigué. Il m'avait posé la question avant de se la faire poser, mais tout fonctionne présentement pour les Yankees. Puis, comme je l'ai mentionné, ça part entre autres de Juan Soto. On a Jean-Michel ici qui nous écoute malgré une grosse grippe ou un rhume, donc il nous écoute avec plaisir. Merci à Jean-Michel, ce guerrier des temps modernes qui nous écoute malgré la maladie. Et on a Denis qui te dit que tu devais être de bonne humeur quand tu as vu les 2 circuits back-à-back comme ça. Je te dirais que là, ça m'énerve un peu parce que je ne peux pas tout voir, là, mais. Oui. C'est quoi l'idée d'avoir un podcast à 8 heures le Ben soir? oui, je ne sais pas qui a pensé à ça. Est-ce que Steven Vogt, qui est un gérant qui a connu une très belle saison, malgré des effectifs réduits, là, on le voit depuis quelques matchs, là, c'est pas long avant que la relève arrive. Non. Et dans le match numéro 2, ça a été en deuxième manche, amener Cade Smith, qui est un releveur canadien qui performe très bien depuis le début de la saison, mais on l'amène en deuxième manche après avoir donné un but sur balle intentionnel à Juan Soto pour choisir d'affronter Aaron Judge. Ça prend une paire là, quand même là, pour prendre ces décisions-là. Évidemment, sur cette séquence-là, bon, ça a résulté en un fly là, au champ extérieur qui finalement a donné simplement un point via un ballon sacrifice. Là, c'est ça le mot que je cherchais. Oui. Mais finalement, bon, un peu plus tard dans le match, Aaron Judge frappe la longue balle. Et là, on l'a vu dans les dernières minutes dans le match numéro 3, frappe la longue balle. La question est simple. Est-ce que Steven Vogt a réveillé l'ours qui dormait? Ben peut-être, on peut le penser. Pas peut-être. Oui. Oui. Je cherchais une réponse en particulier, Sébastien. Oui, c'est ça. Je voulais rester poli parce que cette décision-là peut paraître un petit peu farfelue, mais quand on y pense, à ce moment-là, est-ce que tu veux affronter Juan Soto? Il y avait la possibilité de la balle à double jeu en plaçant Juan Soto sur les sentiers. Finalement, comme tu l'as dit, ça a été ballon sacrifice. On a donné seulement 1 point. Ça répète une grosse manche avec Juan Soto qui se présente au bâton. On ne saura jamais comment ça aurait fini. Mais pour la portion Aaron Judge, c'est sûr que ça l'a piqué le capitaine. Là. Ouais. C'est un gars fier, c'est un gars qui en a frappé 58 en saison, voulait continuer sur cette séquence-là durant les séries éliminatoires. Ce n'était pas le cas jusque-là. Mais là, il semble bel et bien parti je veux bien croire qu'Emmanuel Classé n'est pas le Emmanuel Classé de la saison régulière depuis le début des séries, mais quand on frappe un circuit en retard 3-1 dans le match contre Emmanuel Classé, avec 2 retraits, avec 2 prises, je pense que le jeu est parti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite des choses parce que si les Yankees veulent battre les Guardians, peut-être que Aaron Judge peut prendre quelques journées off, là, visiblement de la façon que ça se passe. Mais si tu veux gagner la Série mondiale, ça va passer par les performances d'un capitaine, évidemment, là, qui va être en mesure d'en donner un petit peu plus que ça. Aucun doute. Tu parlais de Juan Soto. On a une question de Matt ici qui nous demande, selon vous, est-ce que Soto va changer d'équipe l'an prochain ou il va rester à long terme? Moi, je pense que ma réponse n'a pas changé depuis les derniers mois. Je pense que ça va se jouer entre les Yankees et les Mets. Je pense que les Mets vont déposer une plus grosse offre que celle des Yankees, mais qui ne sera pas assez grosse pour faire dire à Juan Soto, j'ai envie de changer d'équipe. J'ai l'impression que son avenir passe par le Bronx. Et la question se pose, Sébastien, aussi dans le contexte où tu te dis, s'ils ne gagnent pas la Série mondiale ou s'ils gagnent la Série mondiale, est-ce qu'ils peuvent être plus ou moins motivés à le ramener? Moi, j'ai l'impression que l'issue des séries ne changera pas le désir des Yankees de le ramener non plus. Parce que si on gagne, on se dit, ben, il aura été important, on veut en gagner d'autres. Puis si on ne gagne pas, tu te dis, ben, c'est pas de sa faute si on n'a pas gagné. Si on ne le ramène pas, on recule trop.
Donc, j'ai l'impression que les Yankees se disent ça, puis j'ai vraiment le sentiment que Juan Soto a des bonnes chances de revenir avec les Yankees. Il n'y a rien d'officiel, évidemment, surtout avec Scott Boras comme agent, mais je pense qu'à New York, on va tout faire pour le ramener dans le Bronx. Ouais, j'étais exactement à la même place que toi pour la portion Mets-Yankees. Je pense que c'est là que ça va jouer. Puis aussi pour la portion Série mondiale. Si les Yankees ne gagnent pas la Série mondiale avec Juan Soto, ils ne la gagneront pas plus l'an prochain sans Juan Soto. Soto a changé la dynamique de cet alignement offensif-là du tout au tout. C'était une équipe qui, dès qu'on avait un blessé, on se retrouvait à plat. Mais Soto a changé cette dynamique-là, puis ça l'a complètement changé le visage de la franchise. Donc, si on perd les services de Juan Soto dans ce rôle offensif-là, devant Aaron Judge, c'est pas vrai que Judge va être meilleur, puis que Stanton va être meilleur, que tout le reste de l'alignement va être meilleur. Donc, on a besoin de Juan Soto si on veut gagner. Et même si on gagne cette année, c'est pas vrai qu'on va arrêter après une série mondiale seulement parce qu'on est les Yankees et on l'a gagné une fois dans les 15 dernières années. Ça marche pas comme ça. Là. Non, c'est ça. Ça va en prendre un petit peu plus quand même comme ça. Ben, au moins essayer. Oui, absolument. Il y a Pascal qui participe souvent au podcast avec nous qui nous mentionne que Kate Smith a encore eu une bonne manche de travail aujourd'hui. Kate Smith qui a lancé la 6e manche aujourd'hui, là, si je ne me trompe pas. Donc, lui, ça, c'en est un, Sébastien. Dans cette série-là, évidemment, on parle plus des Yankees qu'on parle des Guardians. Puis à juste titre, là, c'est la plus grosse équipe, c'est la meilleure équipe. Mais Kate Smith, c'est un de ces releveurs-là qui profite de la vitrine des séries éliminatoires parce qu'il y en a beaucoup en saison régulière que Kate Smith, on n'aurait pas pu nécessairement dire c'était qui, mais là, il profite de cette vitrine-là. Il fait partie d'un super enclos et c'est pour ça que Steven Vogt n'hésite pas à aller rapidement, trop rapidement, mais bref, rapidement vers sa relève. Évidemment, il y a des gars comme Emmanuel Classic qui n'a peut-être pas les séries éliminatoires de sa carrière, mais il y a aussi un gars comme Kate Smith là, qui, depuis le début des séries, il est utilisé très, 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 très souvent à tous les matchs de la série contre les Tigers. Il sort très, très, très souvent contre les Yankees aussi. Puis il fait le travail, là, Kate Smith. Exactement. Ça n'a pas l'air d'être facile l'affronter. Ça n'a pas l'air d'être le fun non plus de se présenter dans la boîte en s'attendant à avoir une balle rapide explosive. Puis là, il va nous sortir une balle à effet. Il est capable de déjouer n'importe qui à n'importe quel moment. Puis c'est pour ça qu'on l'amène dans les rencontres. On l'amène toujours dans des situations qui sont critiques. Puis il fait le travail. Il a joué dans tous les matchs sauf un, si je ne me trompe pas, qui était le premier de la série contre les Yankees parce que on tirait de l'arrière à ce moment-là. Mais c'est une importance capitale. Ce qui amène chez les Guardians un releveur qui est là à tous les soirs, puis à des moments différents de la rencontre. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire le travail puis de s'ajuster de cette façon-là. Non, vraiment pas. Non, je suis franchement impressionné de ce que je vois d'un gars comme Kate Smith. On a une question spécialement pour toi qui vient de Jean-Michel. La question présentement, sachant que Sébastien déteste Torres, vu ses performances, le ramène-t-il? Puis la question est bonne parce que si on avait posé la question au mois de juin, à peu près tout le monde aurait dit hey, pour vrai, on va finir l'année, puis bye bye. Puis en plus, quand Jazz Chisholm Jr. est arrivé, ben, tu as un gars pour prendre le deuxième coussin. Tu peux aller chercher, tu sais, si dans l'optique où Jazz Chisholm revient l'an prochain, tu peux aller aussi bien chercher un joueur de deuxième que de troisième coussin, puis déplacer Jazz en conséquence. Donc tu te dis, écoute, il y a le Mayu qui va revenir, puis c'est ça. Fait, mais en ce moment, de la façon dont Torres joue en série, il est impressionnant. Il joue son rôle de premier frappeur de façon admirable. Il est meilleur que Judge en série. C'est pas dur à faire, tu me diras, mais il est meilleur que Judge en série. Oh, oui. Ça sera pas une décision facile. Elle est beaucoup plus difficile qu'elle l'était il y a quelques mois, comme tu l'as dit. Ceci dit, on a quand même Oswald Peraza qui est en train de monter. Est-ce qu'on va vouloir payer un Gleyber Torres qui va gagner plus que ce qu'il aurait gagné si la saison s'était terminée au mois de juillet? La priorité, ça va rester Juan Soto. À partir de là, peut-être que si Gleyber Torres n'est pas signé puis qu'on perd Juan Soto, on va se tourner vers Torres. Mais je ne pense pas que ça va se faire au début de la saison morte. On va attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Puis ça n'empêchera pas que Gleyber Torres va continuer à jouer mollement en défensive à quelques mauvais moments durant la saison et durant les séries. Donc ça ne changera pas. Mais son rôle de premier frappeur, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la switch est tournée. Il y a eu un déclic, puis c'est à partir de ce moment-là que Torres a bien frappé dans ce rôle offensif-là. Donc, dans des circonstances idéales, il mériterait d'être de retour, mais je ne sais pas si on va se rendre là selon ce qui va se passer cet hiver.
Non, c'est ça. Puis ça va prendre les bonnes demandes contractuelles aussi là, qui vont. Aussi, c'est ça. Si tu veux revenir puis que l'équipe veut te ramener, mais que tu t'entends pas sur un contrat puis que tu as des options à l'interne, ben c'est sûr qu'il ne devra pas être trop gourmand là, parce que celui qui peut être gourmand, c'est celui qui joue dans le champ droit en ce moment. Là. Fait que, Ouais, exact. Puis il risque d'avoir plus ailleurs. oui. Pas parce que les Yankees ne veulent pas lui donner, mais dans les circonstances actuelles, c'est sûr qu'il y a un club qui va vouloir ses services, qui va être prêt à payer. Puis là, les Yankees, ils ne seront pas en mesure d'accoter cette offre-là. Absolument. On avait une petite question ici que j'ai de la difficulté à retrouver. Voilà, donc on a Denis qui nous mentionne Luke Weaver vient d'où? Je ne le connaissais pas, donc je te lance la question. Bien, il vient d'une moyenne de points mérités de 6 points quelque chose l'an dernier. Donc, c'est, il vient d'un petit peu nulle part. Il a changé sa motion, puis ça a changé bien des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais son leg kick, sa jambe qui lève, elle lève beaucoup moins haut que par le passé, puis beaucoup moins haut que la plupart des lanceurs du baseball majeur. Puis à partir de ce moment-là, encore là, il semble avoir eu un déclic qui fait que Weaver est redevenu celui qu'on attendait à un certain moment parce que ça n'a jamais été un mauvais lanceur, mais ça ne fonctionnait plus. De là à le placer dans un rôle de releveur numéro 1, on ne s'attendait pas à ça non plus. Là. Non. Présentement, il performe au-delà des attentes. Mais tu vois qu'il y a de la graine de releveur numéro 1 parce que même dans ses commentaires d'après-match, il n'y a rien qui le dérange. Tu le places dans une situation. Lui-même ne se considère pas comme un closer. Il dit, moi, je fais juste arriver quand on me demande d'arriver. Puis ça donne qu'il arrive en 9e manche. Mais c'est ça. Présentement, s'il performe au-delà des attentes, est-ce que ça va durer avec les releveurs? On ne le sait jamais. D'une année à l'autre, c'est très différent. Mais pour l'instant, ça fonctionne. En ce moment, Brian Cashman, il n'a pas besoin qu'il soit bon en 2025. Il a juste besoin Non, qu'il soit bon exact. pour finir les séries. Puis si sa mentalité de se dire, ben, justement, j'arrive quand j'arrive, puis peu importe c'est quoi le moment fonctionne, ben, tant mieux pour lui. Puis en même temps, les Yankees ont tellement utilisé Cléons trop longtemps qu'ils n'ont pas eu le temps de pratiquer d'autres gars Non, dans ce siège-là. Donc, il n'y a pas le choix de le faire en série. Mais écoute, ça exact. fonctionne pour l'instant. Donc, on touche du bois. On touche du bois, brise-bois. Euh... Oh, oh, oh. Elle est mauvaise, cette blague-là, mais je la fais à chaque fois. Je me trouve bien drôle. Ce ne sera pas la première que tu fais, là. Non, mais je peux pas frapper pour 1000. Tu sais, je m'inspire Non, d'Aaron non. Judge. Tu sais, j'apprends. C'est ça, c'est ça. Tu es un gars de séquence, toi. Je suis un gars de séquence, puis je suis pas toujours dans des bonnes séquences. Euh, Il y a Étienne qui nous mentionne ici, si quelqu'un se le demandait, Tim Meza, lui, il vient des Blue Jays. Te souviens-tu ce que j'avais prédit quand il a signé avec les Yankees? À toi puis Félix, je pense, dans une conversation. Ouais, t'avais-tu prédit qu'il allait closer un match ou gagner un match? J'ai prédit qu'en série, il allait avoir un grand moment à un certain point. OK, ben c'était pas aujourd'hui, ça, je te le Non. garantis. Je Ça, m'attends pas nécessairement à réussir cette ben, prédiction-là, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. c'est pas un vilain releveur, Tim Meza. Non, mais aujourd'hui, est-ce que tu amènes Tim Meza dans un match de 2-1 en Mais série non, de mais non. championnat? Ça, c'est un détail. OK, OK, Aaron d'accord. Boone ne peut pas être parfait. D'ailleurs, Non, Aaron non, Boone, juste parlons d'Aaron Boone un peu, parce qu'il oui. y a tellement de trucs à jaser, puis on a tellement de commentaires aussi, Sébastien. On a plusieurs commentaires aussi qui ne concernent pas nécessairement les séries en tant que telles, là, sur les Rays, sur Nick Castellanos. On fera une petite période de questions à la fin. Mais en attendant, je n'ai pas le choix. Là. Je t'ai lancé sur Gleyber Torres. Il faut que je te lance sur Oui, Aaron oui. Boone aussi. Et écoute, tu l'as dit tantôt, à certains moments, on n'a pas le choix de parler en bien de lui. Présentement, c'est le gérant dont les Yankees ont besoin. Oui, oui, exactement. Mais quand ça va bien, c'était la première fois des séries qui amenaient un frappeur suppléant. Donc, on ne peut pas dire qu'au niveau du bâton, il y a eu à gérer beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Les frappeurs faisaient le travail, sauf peut-être Aaron Judge et Austin Wells. On y reviendra certainement. Mais c'est vraiment au monticule, moi, que Boone m'a impressionné. C'est vraiment dans ses changements de lanceur, dans qui a amené au bon moment. Même dans sa rotation partante, dans le choix des lanceurs, je suis sûr qu'il a participé à ça quand on remet le roster avant les séries. Il a pris les bonnes décisions à ce moment-là avec l'état-major, puis il a pris les bonnes décisions lors des matchs. Il faut y donner, il faut y donner. Si les Yankees sont là, c'est en partie grâce à Aaron Boone jusqu'à maintenant. Petite mise à jour, je n'ai pas le match dans la nationale devant moi, mais Sylvain nous indique que Vientos, la célébration, on parlait de joueurs qui se font découvrir en circuit, Oui, en série. En voilà un, justement, qui a profité de la plus grande scène pour se faire un nom, oui. a frappé un circuit. Donc, les Mets qui tentent de revenir dans cette série-là, évidemment. Guardians de Cleveland.
dans ces 2 matchs-là qui ont été joués à New York, dans ce 3e duel-là qui se joue du côté de l'Ohio, comment t'expliques ces défaites-là des Guardians qui ont pas une vilaine équipe, qui ont peut-être pas assez de profondeur dans la rotation partante? Tu sais, qu'est-ce qui explique ces défaites-là? Parce que c'est pas un mauvais club de balle, là. Ça paraît pas dans les 3 derniers matchs, mais c'est pas un mauvais club de balle, Cleveland. Ben, tu as mis le doigt sur le bobo. C'est le manque de profondeur dans la rotation. Mhm. Aujourd'hui, c'est le premier lanceur qui réussit à terminer la 5e manche, le premier C'est fou, là. partant. C'est Donc, fou. depuis le début des séries. Donc, Mm. ça met de la pression sur la relève. On n'est pas capable de donner un break à cette relève-là. Puis, c'est impossible que tous ces releveurs-là performent à tous les soirs au maximum de leur potentiel. Ça Oh, ne oui. fonctionne pas comme ça. Il va y avoir un soir, il y en a un qui va flancher, c'est l'autre qui va prendre la relève, mais tu ne peux pas toujours mettre la pression sur ces releveurs-là. Non. Même Tanner Bibi, dans le match numéro 2, pas capable de donner des manches à son enclos de Mhm. relève, à son gérant. Puis le gérant, on ne peut pas dire qu'il a pris des mauvaises décisions. Là. S'il a sorti ses lanceurs, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix à ce moment-là. C'était Ouais. déjà, en début de match, un grand moment. On le sait qu'on n'a pas nécessairement l'attaque pour revenir dans ces matchs-là. Donc, on ne peut pas donner des points dès le départ. Mhm. La clé du succès pour les Guardians, c'est de prendre les devants et d'embarquer justement les releveurs à partir de la 6e pour se rendre jusqu'en 9e, qui, dans un cas normal, fonctionne. Là, avec Emmanuel Classé, c'est un petit peu différent au mois d'octobre cette année. Mais normalement, cette saison, c'était ça la recette, puis ça fonctionnait. Mais là, Exact. on n'est pas capable de prendre les devants parce que nos releveurs donnent des points dès le départ. Puis ce que tu viens de dire, en saison régulière, c'était la recette qui fonctionnait. Si Steven Vogt avait complètement changé sa recette et que ça n'avait pas fonctionné, qu'est-ce que les journalistes de Ben Cleveland oui. auraient dit? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'en série de championnat? Une recette X et tu ne l'appliques pas rendu en séries éliminatoires. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Yankees sont juste trop forts présentement pour les Guardians. On voit là, c'est 4-3 en début de 9e manche dans le match numéro 3 de la série. Les Guardians, c'est pas un vilain club, mais c'est pas un club qui joue à la hauteur de ce que les Mm. Yankees peuvent faire quand ils sont en pleine santé. On a Cathy Huard ici, un commentaire de Twitter. C'est rare qu'on a des commentaires en provenance de Twitter. On vous invite à commenter, ceux qui nous écoutent sur Twitter aussi. Là, on sait qu'il y a beaucoup d'écoutes sur cette plateforme-là. La décision d'avoir mis Bertie au premier en sachant qu'il n'a jamais joué à cette position-là, qu'en penses-tu? Ça avait fait jaser. C'est arrivé Mhm. surtout en série de division quand Anthony Rizzo n'était pas là. Là, aujourd'hui, on donne congé à Rizzo qui revient d'une blessure. Il y a un gaucher sur le monticule. On place Bertie comme ça au premier coussin. Puis, quand il a joué en série de division, Sébastien, il n'avait jamais joué à cette Non. position-là. Pas juste dans la MLB, chez les professionnels. Mais quand tu es un gars comme Bertie, t'as comme pas le choix de te dire, ben écoute, je vais y aller parce que je sers à ça. Tu déplaces pas, mettons, un Anthony Volpe, qui est un régulier à la réco, mais Mhm. un gars qui se déplace comme ça, tu te dis, ben je vais y aller. Si je peux aider au premier coussin, puis il a pas mal paru non plus. Il a pas mal paru jusqu'à aujourd'hui, je te dirais. Oui. Aujourd'hui, il a littéralement coûté un point. Je comprenais cette décision-là en série de division avec Anthony Volpe qui était sur la liste des blessés, qui ne Anthony pouvait pas Rizzo. jouer. Rizzo, oui. Qui ne pouvait pas jouer. Là, on a un Rizzo qui semble être en santé. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'était pas là aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait de la douleur? Est-ce que c'est difficile? Mais là, de ce que je vois, il est entré dans le match, donc il devait être en mesure de jouer. Défensivement de loin supérieur. Puis dans les 2 premiers matchs, on a retrouvé l'Anthony Rizzo des beaux jours. Là. Il était directement sur la balle, voyait la balle très bien, frappait dans son champ comme il le faisait par le passé. Donc, c'est difficile à comprendre, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ne sache pas à l'interne. C'est vraiment difficile à comprendre cette décision de placer Birdie qui, comme tu l'as dit, un joueur qui n'a jamais joué là, oui, il le fait en série division, mais là, tu as ton joueur de premier but régulier qui est là. Donc, je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas quelque chose relié à son état de santé ou autre qui a fait que ça ne peut pas être juste le fait que Rizzo frappe de la gauche contre un lanceur gaucher qui, on s'attendait à ce qu'il ne fasse pas très long feu dans le match de toute façon. Donc, un petit peu difficile à comprendre cette décision-là. Il y a Cathy qui nous mentionne justement que pas ce soir, il ne devait pas être dans l'alignement au premier. Quand on parlait de Rizzo et Denis qui dit Rizzo a fait 2 erreurs qu'il ne fait jamais normalement, c'est sûr qu'il n'est pas à 100%. Cathy qui en rajoute en disant Rizzo est revenu tôt d'une double fracture, peut-être encore un inconfort. Moi, j'ai l'impression qu'on a voulu se dire ben écoute, on sait qu'on va
être moins bon un petit peu au premier coussin, mais on va essayer de lui donner un petit congé, surtout que, ben là, évidemment, peut-être que si les Yankees gagnent les 2 matchs, il n'y aura pas 3 matchs consécutifs, mais on s'aligne potentiellement vers 3 matchs en 3 soirs, donc peut-être qu'on essayait d'économiser un petit peu Rizzo à ce niveau-là. Mais c'est sûr que c'est des décisions qui doivent être quand même assez difficiles à prendre quand tu es un gérant parce que tu veux pousser ton joueur, puis on en parlera tantôt. C'est un peu le même cas aussi pour les Dodgers avec Freddie Freeman au premier coussin. Ouais. C'est pas facile de sortir un gars comme ça de l'alignement, surtout un Rizzo qui, même si c'est plus le joueur que c'était, ben, il a l'expérience de la série mondiale, puis c'est quand même ta meilleure option au premier coussin. Donc, c'est pas des décisions qui sont très, très simples à prendre. Puis c'est pas comme s'il était dépassé dans les 2 premiers matchs. Là. Il y a eu des coups ça très importants. Il était vraiment dans les matchs. Donc, j'ose croire qu'il y a justement une question de santé, comme tu l'as mentionné. Probablement. La prudence, des fois, on aime mieux être trop prudent que pas assez. Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton qui, je l'ai dit souvent, mais on peut lui reprocher bien des affaires à New York. Mais on ne peut pas lui reprocher son manque d'imputabilité devant les médias. Puis on ne peut pas lui reprocher de ne pas se présenter au mois d'octobre quand il est en santé. Non, exactement. Puis c'est lui qui a pris le relais d'Aaron Judge durant la série de division. Si on n'a pas de Giancarlo Stanton, je ne crois pas que les Yankees. Bon, ça aurait été beaucoup plus difficile, tout de moins, là, contre les Royals. Puis dans le premier match, d'où on était, on avait un doute sur le circuit de Soto. Le lendemain, on avait un doute sur le circuit de Judge, à savoir si ça allait traverser la clôture. Mais celui de Stanton, il n'y avait aucun doute. Mais aucun doute. Là. Dès qu'il est parti du bâton, il était de l'autre côté. Donc, puis il voit très bien la balle. C'est ça qui fait la différence. Parce que quand Stanton n'est pas dans une bonne séquence, s'élance sur tout et son contraire, des mauvais lancers. Et il est très facilement déjouable. Mais là, présentement, on ne peut pas déjouer Giancarlo Stanton, ce qui fait qu'il finit par avoir le lancer qu'il veut pour pouvoir la placer en lieu sûr ou même la placer de l'autre côté de la clôture. Vraiment, c'est depuis son arrivée à New York, vraiment, quand le mois d'octobre commence, c'est lui qui se lève, même si les autres nécessairement ne se lèvent pas. Puis c'est pas parce qu'il avait acquis beaucoup d'expérience du côté de Miami non, en série. Non, c'est pas là que ça s'est passé. Donc, les Yankees qui mènent 4-3 au moment où on se parle, là, pour ceux qui nous écoutent en live, en début de 9e, il y a 2 joueurs sur les sentiers et Gleyber Torres au bâton. Donc, si la tendance se maintient, tel un bon analyste politique, j'annonce que les Yankees pourraient mener cette série-là 3-0 dans les prochaines minutes. Si on passe du côté de la Ligue nationale aussi, il y a évidemment la série entre les Dodgers et les Padres. Les Padres, pardon, et les Mets. J'avais les Padres en tête parce qu'on a un commentaire. Oui, c'est ça. J'avais les Padres en tête parce qu'on a un commentaire ici sur les Padres que j'ai de la difficulté à retrouver. Voilà, Patrick qui nous a mentionné tantôt, juste pour vous taquiner, vos Padres n'ont pas battu les Dodgers. Je ne m'en cache pas, je voyais les Padres gagner la Série mondiale. C'était une équipe qui était complète. Mais en fin de série de division, ils étaient complètement à plat. Ils n'ont pas réussi à marquer en quoi leurs 24 dernières manches offensives. Là, c'est pas mal inacceptable là, quand tu essaies de gagner des matchs de balle. Ça a fait en sorte que les Dodgers ont passé contre les Mets de New York. La série qui est présentement 2-1 en faveur des Dodgers. Sébastien, comment tu trouves cette série-là entre les Dodgers et les Mets? Ben, c'est pas la meilleure des séries jusqu'à maintenant, malheureusement. On s'attendait à ce que ça soit. C'est serré au niveau des matchs gagnés, mais dans ces rencontres-là, c'est pas très serré. C'est un petit peu ça qui est décevant. Chacun, on se donne une claque au visage, chacun notre tour, jusqu'à présent, mais j'aurais aimé avoir des matchs plus serrés avec un Dave Roberts qui gère ce match-là, puis voir cette relève qui est décimée. Est-ce que les Mets peuvent revenir de l'arrière dans les matchs? Mais pour l'instant, ce n'est pas ça qu'on a vu parce que il y a un petit peu le deuxième match qui est un petit peu plus serré, qui a eu quelques moments où on pouvait revenir dans la rencontre pour les Dodgers. Mais sinon, là, c'est pas tant du beau baseball qu'on a dans cette série-là. Autant on a eu des belles séries dans les séries de meilleur deuxième, dans les séries de division, autant c'est pas le même edge, mettons, qu'on a durant les séries de championnat. Jean-Michel qui nous mentionne qu'un ballon sacrifice de Gleyber Torres a permis de faire 5-3. Là, je vois que c'est Juan Soto là, qui se présente au bâton. Les Dodgers, donc, Shohei Ohtani,
qui est la vedette de cette série-là, qui est la grande vedette du baseball majeur en général. Quand il n'y a personne sur les sentiers, il est incapable, incapable, incapable de placer Oui. la balle en lieu sûr. Sa vie en dépendrait, puis je pense qu'il y aurait de la misère. Mais-y un gars, stationne-y Ouais. un gars au premier coussin et il devient soudainement Barry Bonds. J'allais dire Barry Bonds sur les stéroïdes, ironiquement, mais c'est un peu ça. Il devient Barry Bonds. Un Le gars euphémisme. devient Shohei Ohtani, tout simplement. Tu sais, je pense qu'il peut avoir ce titre-là. C'est vraiment un gars en 2 temps qu'on voit. Et Shohei Ohtani frappe au premier rang de l'alignement offensif. Donc, il frappe derrière les gars 7, 8, 9 qui ne sont pas les plus productifs chez les Dodgers. Ça soulève cette question-là qui revient souvent. En début de saison, Ohtani frappait deuxième. On est-tu mieux de prendre Mookie Betts et de leur switcher? Parce que Shohei Ohtani a pris le rôle de premier frappeur quand Mookie Betts s'est blessé en cours de saison et il l'a conservé jusqu'à maintenant. Donc, je la soumets la question. Est-ce que tu ferais cet échange-là, toi, de mettre Mookie Betts comme premier frappeur? Certainement, certainement. Pour moi, ça ne fait pas de sens que chez Ohtani frappe au premier rang. C'est un peu comme, je comprends que le volet vole de but, mais c'est comme si on place Aaron Judge au premier rang, c'est comme si on place Mike Trout au premier rang. Ça prend des coureurs sur les sentiers pour ces frappeurs-là. C'est ça qui fait leur force. Quand il y a des coureurs sur les buts, c'est là, ils ont de la puissance. C'est là qu'ils vont produire des points. Shohei Ohtani, déjà, commence la rencontre. Premier frappeur, c'est sûr et certain qu'il n'y a personne sur les buts. Puis comme tu l'as dit, le bas de l'alignement ne performe pas, ne l'a pas fait de la saison. C'est probablement pas là que ça va se passer non plus. Puis c'est pas comme si Mookie Betts ne pouvait pas agir comme premier frappeur non plus. Donc, on a les éléments en main pour avoir un alignement sensiblement régulier, entre guillemets. Puis on continue dans cette tendance-là. Pour le moment, ça fonctionne, donc je n'ai pas l'impression qu'on va faire de changement, mais je ne crois pas que ça soit la situation idéale présentement chez les Dodgers. Tu vois, j'ai parlé à travers mon chapeau parce que dans le match numéro 4, Shohei Ohtani a frappé un circuit puis en première manche. Donc, évidemment, les sentiers Oui. étaient complètement vides. mais, mais, donc, mais sa moyenne est vraiment, vraiment faible là, ouais, c'est avec ça. Ben, personne sur les je buts. pense que c'est son premier coup sûr là, avec personne sur les buts depuis le début Oui, des séries. Là. Les séries n'ont pas ouais. commencé hier. Là. Non, Donc, non, je suis d'accord qu'à un moment donné, tu sais, Shohei Ohtani, il a réussi à produire 130 points en frappant majoritairement comme premier frappeur. Ce serait quoi de l'essayer avec quand il y a des gars sur c'est les sentiers une fois de temps en temps? Donc, non, c'est une drôle de décision de Dave Roberts, mais en même temps, je le comprends de ne pas briser nécessairement cette formule-là parce que si ça ne fonctionne pas, se fait critiquer. C'est pas une position facile, mais en même temps, bon, il est payé pour gérer. Je pense qu'il y a d'autres trucs à gérer, ceci étant dit. oui. Dont la blessure de Freddie Freeman là, qui ne dispute pas le match numéro 4, du moins pas comme partant. Peut-être qu'il arrivera un petit peu plus tard dans le match. Avec le recul, on a beaucoup vanté le vol de but qu'il a effectué en début de série en disant que c'était une grosse preuve de leadership, puis je suis le premier à l'avoir dit. C'était-tu une erreur finalement en se disant peut-être qu'il a aggravé un petit quelque chose dans sa cheville parce que là, c'est pas facile. C'est le deuxième match ultimement qui va manquer depuis le début des séries. Un contre les Padres et là, un contre les Mets de New York. Avec le recul, est-ce que ça a peut-être fait mal plus qu'autre chose? Je sais qu'on ne peut pas le savoir. Là, on n'est pas dans son Non. corps nécessairement, mais de ce qu'on voit, là, si on joue au gérant d'estrade, ce vol de but-là avec le recul, t'en penses quoi? Ben, si tu es dans un match et que tu as une chance de voler un but, si tu es capable d'être de l'alignement, de te rendre sur les sentiers, puis tu as la possibilité de voler un but, si tu ne le fais pas, bien peut-être que tu n'as pas ta place sur cet alignement-là, étant donné que tu es blessé. Là, pas que Freddie Freeman n'a pas sa place, mais je pense qu'il n'y avait pas le choix. Tu es en série de championnat, tu as l'occasion de voler un but, tu y vas. Puis dans la première série, il avait manqué le match numéro 4, si je ne me trompe pas aussi. Donc, tu sais, ça risque, ça sent la blessure qui, soit ça va prendre une opération, ça ne se réglera pas dans les prochaines semaines. Donc, il va aller jusqu'au maximum qu'il peut donner. Puis ça, lui, il veut remporter le championnat, donc il va laisser tout ce qu'il a, quitte à voler un but, puis peut-être que ça aggrave la blessure, mais si on a besoin de ce vol de but-là pour remporter un match, peut-être dans les circonstances, ce n'était pas nécessairement ça, mais tu peux pas tu peux pas empêcher un joueur de cette trempe-là de donner son maximum sur le terrain. C'est dur de freiner un cheval quand même. Exactement, exactement. C'est comme quand Aaron Judge était rentré de plein fouet dans la clôture au Dodger Stadium. À partir de là, s'était blessé, avait eu toutes sortes de difficultés pour revenir, mais tu ne peux pas l'empêcher. En plus, il avait fait le catch. Donc, comme tu dis, tu ne peux pas arrêter un cheval.
Juan Soto, là, dans la dernière Ouais, semaine là, d'activité là, de la saison régulière, qui avait pratiquement sauté dans la clôture du champ droit, puis tout le monde s'est dit hey, c'est parce qu'il y a 600 millions de dollars en jeu, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est un compétiteur. Fait que c'est ça, c'est ça. c'est pas toujours facile à gérer. Ouais. Il y a eu une erreur de ce que je comprends là, au premier coussin. Là, on a jonglé un petit peu avec la balle défensivement chez les Yankees. Là, ça aurait pu être un retrait. Là. C'est Anthony Rizzo là, qui est dans le match là, qui a eu de la difficulté à gérer un certain rebond. Donc, ça aurait dû être John Birdie, finalement. Là. Ben écoute, C'est ça qu'on comprend. c'est toi qui le dis. C'est ça. Les Dodgers qui ont à peu près 7 lanceurs partant sur les lignes de côté. Je veux dire les lignes de côté parce que Shohei Ohtani, on ne peut pas dire qu'il est sur la liste Non. des blessés là, parce qu'il joue. Il y a beaucoup de releveurs aussi qui sont absents. Malgré tout, les Dodgers qui arrivent à y aller d'une séquence de 33 manches consécutives sans donner de points. Et après ça, ben, c'est l'implosion dans le match numéro 2 avec les Mets. Mais on arrive à blanchir comme ça les Mets, ou du moins les tenir à l'écart là, dans le match numéro 3. Qu'est-ce que tu penses de ce personnel de lanceurs-là qui, tu sais, on n'a pas le choix d'y aller avec des journées où c'est complètement l'enclos qui lance, là, les fameux bullpen day. Puis malgré tout, ça finit par tenir le bout parce qu'il y a tellement de profondeur chez les Dodgers sur le monticule que ça finit par fonctionner pareil. J'avais pas ça sur ma carte de bingo. Ben Si, ouais. si les Dodgers se faisaient éliminer, ça aurait été en raison de la rotation partante. C'est ce qu'on s'attendait. On manque de profondeur à ce niveau-là en raison des blessures. Mais tantôt, quand tu as mentionné le fait que certains lanceurs, certains joueurs se lèvent, ont une vitrine et ils prennent cette occasion-là, mais c'est exactement ce que les lanceurs des Dodgers sont en train de faire présentement. Walker Buehler allait nulle part cette saison. Non. Et là, il faut lui donner du crédit. Il fait le travail. Il l'a fait encore une fois. Donc, ça prend des joueurs comme ça qui ils ont le potentiel de le faire. Mais c'est une autre chose de le faire dans ces circonstances-là où toute la pression est sur eux. Les Dodgers ont besoin, oui, on va marquer des points, ça c'est sûr et certain, mais si ta rotation te donne l'occasion de marquer ces points-là, que tu ne tires pas de l'arrière un petit peu comme les Guardians en début de match, bien là, ça te donne ton air d'aller. Chez les Dodgers, il faut parler aussi de ce qu'on va appeler la production offensive secondaire. Donc, ces joueurs qui ne sont pas les gars qui sont payés plusieurs centaines de millions de dollars et qui arrivent quand même à faire la différence. Je vais te dire Hernandez sans te dire de prénom parce que autant Kike que Teoscar sont en Oui. mesure d'apporter là, de l'eau au moulin. Euh, une chance qu'ils sont là aussi, ces gars-là. Tu sais, Mhm. Teoscar, c'est pas le genre de gars autour de qui tu veux construire ton équipe en tant que pilier offensif. Mais s'il est capable d'être là, dans le milieu de l'alignement, d'apporter un coup de bâton qui est capable de frapper la longue balle, puis Kike Hernandez, on sait en plus aussi à quel point il est capable de produire en séries éliminatoires. Tu sais, quand tu prends ces deux Hernandez-là, mis ensemble, ben, ça te fait. Ça aide pour le fait que Will Smith ne produit pas, puis qu'il y a certaines vedettes qui ont des hauts et des bas, que Mookie Betts a eu une super longue séquence au début des séries sans produire, que Freddie Freeman a mal au pied. C'est des gars comme ça qui te permettent de t'en sortir aussi. Ah, tu n'as pas le choix, tu as besoin de ces joueurs-là qui enlèvent un petit peu de pression sur le trio de tête et Will Smith également. On parlait tantôt de Shohei Ohtani qui n'est pas capable de frapper avec personne sur les sentiers. Kike Hernandez, lui, il n'est pas capable de frapper d'autre chose que des circuits. Quand il frappe un coup sûr, c'est un circuit. Puis souvent, il est important. Ça prend ce genre de joueur-là qui se lève puis qui va frapper le gros circuit qu'on n'attendait pas. Oscar Hernandez aussi. Oui, on l'a payé, mais il fait le travail. C'est lui qui amène de l'eau au moulin, c'est lui qui donne cette chance-là de ne pas toujours de se retrouver dans le bas de l'alignement, puis que justement cet alignement offensif-là roule, puis qu'on retourne en haut pour que les gros frappeurs reviennent plus souvent. Puis c'est lui qui fait le travail et les Yankees viennent de remporter le match, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que j'ai pas vu encore que le match est terminé, mais je vais te croire sur parole, là, probablement que Batelli est juste Je quelques petites regardais secondes en du retard. coin de l'œil. Ah non, c'est pas terminé. C'est pas Ah, terminé. voilà. Euh, Restons à New York, justement, mais parlons des Mets un petit peu. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Mets sont rendus là, selon toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que le gâteau a levé chez les Mets de New York durant les séries? Parce que c'est un parcours qui est un peu magique dans le sens où quand on parlait de magie, on l'associait peut-être un petit peu plus aux Tigers, aux Royals, des clubs comme ça. En ce moment, le club magique des quatre, c'est les Mets, là, parce que les Mets ne devaient pas être là. Les trois autres clubs devaient faire les séries, les Mets ne devaient pas, Non. malgré leur grosse masse salariale. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ce club-là est rendu là et qu'ils sont à 3 victoires d'une place en série mondiale? C'est très difficile à expliquer. On les attendait l'an dernier.
Puis c'est cette année, en ayant fait des changements, en s'étant départi de plusieurs joueurs, que là, finalement, ça a fonctionné. Puis ça n'a pas fonctionné au début non plus. Fait qu'il a dû avoir quelques petites choses au cours de la saison qui ont fait que la pente a levé. Puis ça s'est produit au bon moment qui a fait qu'on est arrivé en fin de saison avec ce momentum-là qui nous a permis de nous qualifier à la dernière journée, de rentrer en première ronde. Ça n'a pas été facile non plus, mais c'est ça. On est arrivé avec un certain momentum puis on n'a aucune pression. C'est un peu ça peut-être qui fait la différence par rapport aux autres formations qu'on attendait. Les Mets, eux, sont capables de revenir dans n'importe quel match, sauf avec un très grand écart. Mais sinon, dès qu'on est encore dans la rencontre, on est capable de se rendre jusqu'en relève, puis on est capable de battre la relève adverse. Et il faut quand même mentionner, oh boy, on vient d'avoir un petit moment. Hein? C'est 5-5 J'attendais que tu finisses de parler, oui. Oui, dans le match des Yankees. Mais c'est ça, même le gérant Carlos Mendoza prend les bonnes décisions aussi. Il faut lui rendre crédit. Il est arrivé dans des circonstances pas faciles. Il a pris cette barque-là et l'a amené à bon port. Tu en as glissé un mot, justement. On a peut-être vendu la peau de l'ours un peu, un peu avant de l'avoir tué. Joelski Noël. Quel joueur, d'ailleurs, hein, ce gars-là, revenons un petit peu sur Cleveland, Oui. mais il passe un petit peu sous le radar, mais en voilà un qui est capable de faire preuve de puissance. Oui, exactement. On l'amène dans ce genre de moment-là, puis souvent, il répond présent. Absolument, absolument. On parlait de joueurs blessés, tu sais, les Anthony Rizzo, on peut parler on peut parler de Kodai Senga, on peut parler de Freeman, on peut parler de ben des gars. Mais Francisco Lindor, il a mal au dos. Hein. Puis ça paraît pas, puis on dirait qu'on n'en parle plus depuis une semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne parle plus jamais du dos de Francisco Lindor qui a manqué quelques matchs en fin de saison, puis qui était un cas à gérer, puis qui finissait pas toujours les matchs. En ce moment, Francisco Lindor, là, parle-moi d'un gars en mission. Ce serait quoi s'il avait pas mal au dos? Hein? Moi, je me Ouais, pose hein, cette c'est vrai. question-là. Parce Bonne que, question. oui, mais Bonne quel question. joueur, quel joueur. Quand il performe à la hauteur de son talent, quand il est placé dans des situations idéales, quel joueur de balle. Et là, il nous le démontre avec toute sa splendeur. Il le fait lui aussi au bon moment. Ça fait partie de ce momentum-là. Il l'a pris, il était blessé, mais on avait besoin de lui. C'est lui qui a rempli ce rôle-là, un petit peu de leader qui amène les autres joueurs à le suivre. Puis il l'a fait avec des gros circuits, des gros coups sûrs. On dirait que c'est lui qui arrive dans cette situation-là quand on en a besoin. Souvent, c'est un petit peu de chance, mais quand même, il se présente là, toute la pression est sur lui et il fait le travail. On a quelques commentaires là, sur le circuit qui vient d'avoir lieu du côté de Cleveland. Beaucoup de partisans, soit contents ou malheureux de ce qui vient de se passer. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé, Étienne, qui nous mentionne Noël vient de faire un Rajai Davis, justement, qui a frappé un circuit très important pour Cleveland en 2016, série mondiale contre les Cubs de Chicago. Donc, c'est vrai que ça a peut-être un petit peu la même vibe à ce niveau-là, parce que si les Guardians reviennent dans ce match-là, ça peut changer l'allure de la série. Ça change tout, là. Absolument. On parlait de certains joueurs qui peuvent se révéler. On en a glissé un mot un petit peu plus tôt parce qu'il a frappé un circuit dans le match pour les Mets, mais Mark Vientos, Oui. c'est le genre de joueur que, tu sais, au camp d'entraînement, on ne savait pas s'il allait avoir une place régulière dans cette équipe-là. Et finalement, au fur et à mesure que la saison a avancé, il a pris sa place, il a solidifié son troisième coussin. Et là, en ce moment, ben, c'est impossible de le tasser de là. Non, tu peux pas, tu peux juste pas. C'est pratiquement lui qui t'a amené là par certains gros coups sûrs, certains gros circuits. On parlait de Lindor, mais lui aussi, là, à plusieurs moments, s'est retrouvé dans des situations pas faciles. Il a répondu. Puis il a l'air à aimer la pression. Quand on donne un but sur balle intentionnel pour l'affronter, il a pris personnel et il en a profité au maximum. Donc, il semble aimer se retrouver dans ces situations-là où tous les projecteurs sont dirigés vers lui. Et il répond présent. Encore là, c'est ça les Mets. On a besoin de ce genre de joueurs-là qu'on n'attendait pas nécessairement ou qu'on attendait plus tard, mais qui le font plus rapidement que prévu. Sébastien, si tu n'avais rien à rajouter sur la série entre les Mets et les Dodgers, on a quelques petites questions, là, comme je le disais, là, qui sont dans les airs depuis tantôt. Donc, je suggère qu'on passe à la période de questions. On a une question qui est en attente depuis près d'une demi-heure, en fait, là, de la part de Sylvain.
Sylvain qui nous mentionne qu'il n'aime pas 3 des 4 équipes qui sont restantes. D'ailleurs, laquelle aimes-tu? Je suis curieux à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est Cleveland parce que d'après moi, si je me fie à ton Ouais. commentaire, peut-être que tu n'aimes pas les équipes de gros marché, mais peut-être que je me trompe aussi. Donc, il nous amène ailleurs. Où pensez-vous que les Rays vont jouer l'an prochain? Ça, en ce moment, c'est vraiment un problème parce qu'on ne sait pas grand-chose de cette situation-là. Évidemment, avec l'ouragan Milton là, qui a ravagé le Tropicana Field et une bonne partie là, de la ville de Tampa Bay. On sait que ça ne pourra pas être au Trop parce que si on veut jouer sans toit, ben, ça va prendre un système d'irrigation qui n'est juste pas présentement, là, ou du moins pas assez avancé pour se permettre de ne pas avoir de toit. Si on construit un toit, ben, c'est un projet. Je sais qu'on est encore en série puis en 2024, mais 2025, c'est demain matin. Là. Ça va arriver très, très, très rapidement. Le club 3A, un petit peu plus tôt aujourd'hui, Sébastien des Rays a confirmé qu'il n'allait pas être en mesure d'accueillir du baseball en 2025, des Rays pour dépanner un peu, mettons, comme on le fait, là, on va le faire du côté de Sacramento là, pour les Aces. Donc, je ne sais vraiment pas où est-ce qu'on va commencer. Moi, mon idée la plus logique, je pense que ce serait de contacter les Yankees et de dire on peut-tu jouer au George Steinbrenner Field, qui est le stade de camp d'entraînement des Yankees, qui est qui est probablement, en fait, en tout respect au Trop, mais le plus beau stade de baseball dans la région de Tampa Bay. C'est un stade qui a plus de 10 000 places. Je ne sais pas exactement combien, mais il est beaucoup plus gros que les stades conventionnels qu'on voit normalement dans le baseball affilié ou dans le camp d'entraînement. J'ai l'impression que c'est peut-être la solution la plus logique pour rester à Tampa Bay. Mais écoute, il n'y a pas de solution parfaite en ce moment là, pour les Rays. Là. Non, exactement. Ça ne sera pas à Montréal, si on le sait. Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va rester en Floride. Puis justement, le stade de 3A des Yankees, c'est une bonne solution. On n'en a pas 36 solutions. Donc, il va falloir se rabattre sur celle qui va être la plus logique et qui va être la plus faisable aussi parce que on ne peut pas se réinventer en ce moment. On doit prendre un petit peu la solution facile parce qu'on n'a pas le choix. On se retrouve dans une situation tellement difficile et imprévisible qu'on doit se rabattre sur des situations des possibilités de deuxième ordre. Ce n'est pas nécessairement idéal. Mais dans le cas des Rays, ce n'est pas nécessairement catastrophique non plus si on reste dans la région. Déjà qu'à nos matchs, on n'avait pas 40 000 spectateurs. Donc, on ne perdra pas beaucoup d'après moi, on ne perdra pas beaucoup de partisans au match des Rays. Moi, je pense qu'il devrait appeler au Oakland Coliseum. Là. Je pense que ça vient de se libérer, là, de ce que j'entends. Oui, c'est ça. J'avais vu un tweet là-dessus, ça disait genre la ville d'Oakland a la possibilité de faire l'affaire la plus drôle au monde. Oui, oui. Ça ne serait pas idéal pour le voyagement, par contre, mais Non, c'est un autre rival de dossier. division, on s'en va en Californie. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une chose pour les équipes, mais pour les Rays en tant que tels, là, que la majorité de leurs games sont dans l'Est, là, ce serait une catastrophe. Ça va, on l'annonce, là, ce ne sera pas une vraie solution. Non, je pense pas. Ça va être dans l'Est. Matt qui nous demande ici, est-ce que les joueurs commencent à comprendre que Scott Boras n'est pas le meilleur agent? Regardez la situation de Nick Castellanos. Moi, je suis ambigu un peu par rapport à ça parce que ça dépend de ce que tu veux. Je pense que si tu signes avec Scott Boras, il faut que tu t'attendes à ben, c'est un gars qui va tout faire pour aller chercher de l'argent. Donc, mettons, un Jordan Montgomery était visiblement pas assez prêt pour ça. Il l'a largué comme agent. Nick Castellanos, je suis ambigu, Sébastien, par rapport à cette situation-là, parce qu'il a un contrat de 5 ans. Il a terminé les 3 premières années de 5. On dirait qu'une des raisons que je peux voir ça, peut-être, c'est que l'an passé, à pareille date, il y avait eu des rumeurs de transactions en raison de la lourdeur de son contrat. Donc, est-ce que c'est peut-être pour mieux gérer certaines rumeurs qu'il y aurait eu un changement d'agent? Puis encore là, on ne sait pas. Peut-être que c'est Scott Boras qui s'est tassé aussi. Là. On présume que c'est Nick Castellanos, mais on ne peut pas être certain à 100%. C'est juste que sa femme a dit qu'il n'est plus représenté par Scott Boras. Donc, je suis ambigu par rapport à ça, mais je suis d'accord quand même que c'est un agent qui est polarisant et que c'est pas fait pour tout le monde. Non, non. T'aimes ou t'aimes pas, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'il a dû se passer quelque chose. Tu sais, une relation entre un joueur et un agent, c'est pas toujours linéaire. Là. Tu sais, l'agent, il est là pour son joueur, mais il est là aussi pour faire de l'argent. Il y a il y a diverses opinions de chaque côté dans certaines situations qui font que un moment ou un autre, on va se séparer. Puis comme tu l'as mentionné, il n'a pas nécessairement besoin de renégocier son contrat présentement. Il pourrait peut-être le faire, mais ce n'est pas une urgence pour Non. Castellanos. Donc, il aurait le temps de se trouver un autre agent puis de construire quelque chose pour le futur. Donc, je pense que c'est peut-être
seulement des opinions différentes ou un conflit entre les deux. C'est les rumeurs peut-être, mais encore là, est-ce que le nouvel agent pourrait faire taire des rumeurs? Ça, c'est pas nécessairement facile non plus, là. Non, exactement. Donc, le dossier va rester en suspens, mais d'après moi, il y a quelqu'un qui va gratter ça et qui va essayer de trouver Ouais. pourquoi il a été largué. Euh, Tantôt, Sébastien, j'ai demandé à Sylvain c'était laquelle des équipes qu'il n'aimait pas. On avait supposé les Guardians. Non, c'est les Mets de New York qui aiment bien Ah! et c'est pour Darryl Strawberry et Doc Gooden. Donc, Intéressant. mais tu sais que si tu aimes les Mets, je comprends que tu n'aimes pas les Yankees, je comprends que tu n'aimes pas les Dodgers. Les Oui. Guardians, Sylvain, ils sont sympathiques. Là. C'est dur de ne pas les aimer. Ouais, c'est ça. Ils peuvent te laisser indifférent, mais les. En tout Ouais. mais toi, tu vas te les détester aussi. Jean-Michel qui nous mentionne qu'avec les performances de Vientos, un joueur comme Brad Bailey qui n'arrive pas à percer, qui est un joueur de troisième coussin, que là, on essaye de le faire jouer un peu plus au deuxième but pour y trouver une niche, mais encore là, il y a Vientos, il y a Luis Angel Acuna qui pousse. Probablement qu'il va devenir une monnaie d'échange. Puis, tu sais, c'est un bon jeune quand même. Tu peux avoir de quoi pour Betty. Là. Tu peux aller chercher un bon lanceur pour Betty si tu veux. Là. Certainement. Par contre, j'attendrais peut-être un petit peu. Oui, Mark Vientos performe présentement. Est-ce qu'il va le faire sur une longue période? J'ose espérer que oui, mais on ne le sait pas. Une blessure est si vite arrivée aussi. Ouais. Je pense qu'on a encore le temps avant de se départir des services de Bailey, mais c'est sûr que si on a besoin d'un certain joueur en particulier, puis c'est lui le deal breaker, mais c'est peut-être là qu'on va le laisser aller. Bon, tu vois, j'ai des pouvoirs de persuasion, Sébastien, parce que j'ai convaincu Sylvain de m'écrire. Mais là, c'est écrit les Indians. Est-ce que ça veut dire que les Indians sont corrects, mais pas les Guardians? Ça, c'est une bonne question. Puis j'ai dit aimer, mais il a dit qu'ils sont corrects. Fait que, ça, Ouais, OK. je vais peut-être pousser un peu. Là. Je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche. Une autre question de Sylvain qui nous demandait est-ce que l'idée d'une expansion flotte dans l'air et on s'attend à quoi de l'équipe de Vegas qui ne sera pas à Vegas? Vegas qui ne sera pas à Vegas, ça va être les Aces de Sacramento, Oui. même si on ne peut pas dire les Aces de Sacramento officiellement, Non, il faut juste dire les Aces ou les tu l'as dit. Athletics. Oui. Mais moi, je m'en fous parce que moi, je suis un rebelle. Fait Oui. que moi, je vais dire les Aces de Sacramento pendant 3 ans. Puis après ça, ils vont s'en aller à Vegas. On prévoit qu'à ce moment-là, il y a un stade qui va être construit. Puis là, ben, comme par magie, en tout respect pour les partisans d'Oakland, là, on va augmenter la masse salariale puis on va essayer de gagner, ce qui est fantastique. Donc, je m'attends à ce que ce soit ça un petit peu du côté de Vegas, mais ce ne sera pas simple d'aller jouer à Sacramento. Puis ça va être vraiment plate pour les joueurs. Pour ce qui est de l'expansion en tant que telle, il y a de l'expansion dans toutes les ligues, là, présentement, des projets d'expansion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas élargi les cadres des 30 équipes du baseball majeur. Je m'attends à ce que ça se fasse. Je m'attends à ce que ce soit une équipe dans l'Est, une équipe dans l'Ouest et qu'on fasse peut-être une refonte après. Là, Moi, j'ai l'impression que la Ligue américaine, la Ligue nationale, ça n'existera pas éternellement. Je pense qu'éventuellement, ça va donner l'Est et l'Ouest. J'ai vraiment l'impression, Sébastien, que Nashville va avoir un club de balle. Ouais. Si ce n'est pas par un déménagement d'urgence, par une équipe, par une question de stade ou une affaire de même, ça va être une équipe d'expansion. Je suis persuadé qu'on est rendu là du côté de Nashville. Ça se trame depuis longtemps. Je ne pense pas que Montréal va être dans le portrait nécessairement. Et je pense que dans l'Ouest, écoute, est-ce que ce sera Portland? Est-ce que ce sera Salt Lake City? Je ne sais pas. Là, il y a quelques villes qui vont ressortir. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus ouvert de ce côté-là. Mais je serais très étonné que Nashville n'ait pas de baseball là, d'ici les. Écoute, je ne veux pas mettre d'échéancier, là, mais 5, 6, 7, 8 prochaines années. Oui, ça va finir par arriver, autant pour Nashville que pour une autre équipe. On a 30 équipes. C'est sûr et certain qu'on va passer à 32 sous peu. Là. On ne peut pas se passer de ces revenus-là pour le baseball majeur, donc ça va finir par arriver. Ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense qu'on va faire les choses de la bonne façon. On va prendre notre temps, puis on va établir les bons marchés pour que ça fonctionne à long terme. Contrairement à certaines autres ligues, où on l'a peut-être fait de façon un petit peu trop rapide dans certains cas pour revenir en arrière et retourner par la suite. Je pense que le baseball majeur fait les choses de la bonne façon, mais c'est sûr et certain que ça va arriver. On a une question ici de la part de Matt qui nous dit avec les succès de Shohei Ohtani, est-ce possible une transaction pour Mike Trout bientôt pour lui permettre de jouer en série? Je ne m'attends pas à une transaction pour Mike Trout parce que, un, il ne veut pas partir, puis il y a une clause de non-échange complète. Puis deux, même s'il voulait partir, je ne sais pas toi, Sébastien, mais moi, je suis une équipe en tout respect pour Mike Trout, la carrière qu'il a connue, puis ce gars-là s'en va au temple de la renommée. Même si Anaheim retient une grosse partie du salaire, il est cher payé, payé de plus en plus blessé. Tu peux plus, tant qu'à moi, le faire jouer régulièrement au champ centre. Il faut que tu lui donnes des tours comme frappeur de choix. Je pense que tu te menottes plus qu'autre chose en allant chercher Mike Trout.
Donc, je m'attends vraiment, vraiment pas à ce que ça se fasse. Surtout, comme je l'ai dit, il ne veut pas nécessairement partir. Donc, moi, si j'ai à répondre à ta question, Matt, non, je ne m'attends pas à ce que Mike Trout soit échangé bientôt. Ouais, c'est pas évident comme situation. Je le verrais peut-être à Philadelphie. Peut-être le Tout le monde seul le voit un endroit. peu à Philadelphie. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme seul endroit où pourrait terminer sa carrière, mais sinon, ça risque très fort de se terminer où elle a commencé. Malheureusement, c'est dommage parce qu'on ne s'attend pas à ce que les Angels fassent les séries éliminatoires dans les prochaines années. Puis je ne pense pas que l'état de santé de Mike Trout va aller en s'améliorant. Donc, on ne se dirige pas vers un Mike Trout en série. C'est dommage, mais il n'y a pas beaucoup d'options en ce moment pour Trout. On s'enligne peut-être de moins en moins vers ces situations-là dans le baseball avec les séries aux cadres élargis. Là, avec, bon, là, il y a quelques années, on a ajouté une 6e équipe par ligue en série comme ça. Fait que peut-être que pour les prochaines vedettes, elles auront la chance de jouer un petit peu plus régulièrement en séries éliminatoires, mais pour Mike Trout, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une grande feuille de route, malheureusement, pour lui en série. Mais tu sais que même si on mettait 13 équipes en série, les Angels seraient 14e. Fait que, Moi, je pense, puis tu sais, éventuellement, on va rajouter une 16e équipe. Là. Moi, je pense qu'éventuellement, ils vont être 17e. Là. oui, c'est ça. Parce que les Aces vont redevenir bons. Fait que... Oui. Puis, hey, les Aces, quand ils vont être à Vegas, il va avoir, comme par magie du payroll. Moi, je pense que le propriétaire, là, il va aller au casino. Puis là, il va gagner plusieurs millions. Il va mettre ça sur le payroll. Ah, OK. C'est une façon de voir les choses. Ouais, parce qu'à Oakland, tu ne pouvais pas faire ça. Oakland, c'est juste plate comme ville. Puis c'est à côté de San Francisco, qui depuis 2 ans est devenu une vilaine ville, là, visiblement. Oui. Mais là, maintenant qu'ils vont être à Vegas là, en 2028, là, tout va être parfait. Parce que quand tu as des problèmes, Sébastien, la solution, c'est d'aller à Vegas. Toujours. Ça règle tout. Oui. Sébastien, ça a été une bonne heure à jaser de balle. Il y avait bien du stock à dire par la force des choses. Oui. Là, quand on est rendu à ce temps-ci de l'année, c'est toujours assez spécial. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec moi encore une fois. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés en live jeudi soir 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et merci à tous ceux, Sébastien, aussi, qui vont nous écouter en format podcast un petit peu plus habituel. Oui, exactement. On va placer l'enregistrement dans quelques minutes ou quelques heures. Donc, très bientôt, l'épisode 35 de Patient MLB, le podcast, va être sur toutes les bonnes plateformes. Donc, vous pourrez le réécouter ou l'écouter pour la première fois. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite des bonnes séries. Puis, évidemment, elles ne seront pas terminées la prochaine fois qu'on va se parler parce qu'on va se reparler jeudi prochain. Donc, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine.